à l'urgence climatique, nous pensons que le CO2 est l'ennemi numéro un. Et si en fait, il était la clé pour l'usine propre de demain? Transportons-nous dans le futur. Imaginons ensemble l'usine du futur. Elle est comme la société d'aujourd'hui, hyper connectée, avec une interconnexion des équipements, de l'homme et du territoire, avec un nombre incalculable de données traitées grâce au numérique et à l'intelligence artificielle. Explorons-la plus avant. Elle est économe en énergie et en matières premières. Elle n'émet pas de rejet. Elle est flexible et modulaire pour assurer une souplesse de production. On peut ainsi adapter la production en fonction des besoins et on peut même proposer des produits personnalisés, customisés. Enfin, elle est plus sûre et limite le risque d'accident, en particulier lorsque les installations sont de taille réduite. En fin de compte, dans l'industrie du futur, dès le début d'un projet industriel, son impact sur l'homme et sur l'environnement est un critère d'évaluation à part entière. Et c'est ça qui est fondamental. Alors, avec l'image largement répandue d'une industrie qui pollue, on pourrait se dire qu'il va falloir relever beaucoup de défis encore pour que les usines répondent à ces critères. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que cette révolution industrielle, la 4e révolution industrielle, est d'ores et déjà en route. Le concept d'industrie 4.0 a été évoqué pour la première fois en 2011, en Allemagne, lors d'un grand salon sur la technologie industrielle. Et dès 2015, la Chine a lancé un plan décennal visant à avoir, en 2025, donc, une industrie transformée. Donc, cette usine 4.0, elle est maintenant au cœur de la stratégie de beaucoup d'industries, y compris en France. Elle est intégrée dans les programmes de recherche et développement. Ce n'est plus une tendance future, c'est bien une réalité. La preuve en images. Regardez cette usine qui a été mise en service en 2018 en Australie. C'est l'une des premières usines entièrement digitalisée et automatisée. C'est une usine zéro papier, la première dans ce secteur. Ce site produit 75 millions de litres de peinture par an avec des installations de taille réduite et assure une production customisée. Résultat, la consommation électrique a été réduite de 25%. Allons maintenant dans un secteur de l'industrie réputé très polluant, mais qui a également amorcé sa transformation. C'est l'industrie du textile. 2 très grandes marques de vêtements de sport, connues de tous, utilisent désormais un procédé sans eau pour colorer des textiles. C'est un procédé zéro rejet, comme sur cette usine que vous voyez, qui est à Taïwan. Alors, vous vous questionnez sans doute sur comment on peut colorer un textile, ou plus largement, comment on peut fabriquer tout un tas de produits sans émettre de rejet, sans utiliser d'eau, sans utiliser de solvant. Il existe plusieurs solutions. Personnellement, je peux en proposer une, et elle a un rapport avec ce fameux CO2. Alors, vous connaissez ces grands personnages que je n'ai pas besoin de nommer. Figurez-vous que j'ai un point commun avec eux. Nous sommes tous les 3 diplômés en génie des procédés industriels. Mais eux ont choisi une autre voie et moi, j'ai persévéré dans le domaine. Alors, le génie des procédés, c'est quoi? C'est une science de l'ingénieur centrée sur la conception et l'optimisation de procédés industriels. Un chercheur en génie des procédés aide à transformer les résultats de la recherche, parce qu'il y en a souvent, en réalisation industrielle concrète. Pour ma part, après avoir fait une thèse en génie des procédés, j'ai intégré un laboratoire de l'Université d'Aix-Marseille, dont les recherches ont pour objectif de développer des procédés propres. Alors, au moment où j'ai démarré, il y a maintenant environ 25 ans, les effluents industriels étaient parfois rejetés dans le milieu naturel sans aucun traitement. On commençait à peine à parler de valorisation de déchets. Bref, il y avait beaucoup à faire et c'est ça qui m'a motivée. L'enjeu était de taille. Depuis, les scientifiques ont développé des procédés propres dans tout un tas de secteurs de l'industrie, mais il faut encore poursuivre nos efforts pour viser sans relâche cette nouvelle industrie. Alors, rentrons maintenant dans le concret de celle-ci.
Vous savez tous que sur la plupart des sites industriels, on utilise des solvants organiques. Ils sont indispensables pour extraire, nettoyer, transformer. Un solvant organique, c'est quoi? Alors, c'est l'acétone, le méthanol, des produits chlorés, que l'on retrouve couramment dans l'industrie agroalimentaire, des parfums, cosmétiques, pharmaceutiques. Mais le problème, c'est que la grande majorité des solvants sont des polluants. Ils sont parfois inflammables, souvent toxiques pour l'homme et pour l'environnement. Et l'impact de leur utilisation sur l'environnement est vraiment très important parce qu'il faut les produire sur un site, les transporter sur les sites industriels où ils vont être utilisés, et il faudra ensuite traiter les effluents pour éliminer ou régénérer ces solvants usagés. Et ça peut se faire, on peut faire ce traitement encore sur un troisième site. Donc l'enjeu est fort. Si l'on pouvait réduire les quantités de solvants utilisés dans l'industrie, cela contribuerait à avoir des usines propres et ce serait une avancée significative pour la protection de l'environnement. Mais comment faire? On peut tout à fait utiliser un composé non toxique qui a les mêmes propriétés que les solvants organiques. Et ce composé, vous l'aurez deviné, c'est le CO2. Oui, le CO2 sous pression. Alors, le CO2 n'est pas toxique, on en consomme tous les jours dans les boissons gazeuses. Et si on l'utilise dans certaines conditions de pression et de température, il a des propriétés même plus avantageuses que les solvants organiques liquides. Alors là, vous vous dites sûrement, mais le CO2, c'est un gaz à effet de serre, ça ne peut pas être le solvant idéal. C'est vrai, c'est un gaz à effet de serre et il y a trop d'émissions de CO2. Il faut absolument en émettre moins et, dans la mesure du possible, essayer de valoriser ce CO2 qui est fatalement rejeté. Environ 5% des émissions de CO2 sont liées aux activités de production de l'industrie chimique. On dit que c'est un sous-produit, lui-même produit en millions de tonnes chaque année, principalement lors de la fabrication des ciments et dans une moindre mesure lors de la synthèse des engrais. Alors, du CO2, nous n'en manquons pas et il peut conduire à une industrie propre. Voilà qui nous permet de penser économie durable et circulaire parce que finalement, la meilleure solution, c'est de valoriser ce CO2 et de l'utiliser pour remplacer les solvants organiques. Mais alors, comment ça marche? Vous vous rappelez sûrement des 3 états de la matière: solide, liquide, gaz. Ce qui est moins connu, c'est que dans certaines conditions de pression et de température, la matière n'est ni un solide, ni un liquide, ni un gaz. Elle se présente sous la forme d'un fluide qui a des propriétés très particulières. Ce fluide, que l'on qualifie de supercritique, est dense comme un liquide, mais très peu visqueux comme un gaz. Il a alors le pouvoir solvant des liquides et l'effet pénétrant des gaz. Et ce sont ces propriétés qui rendent possible la production sans solvant organique en utilisant à la place un fluide supercritique. Mais où en est-on de l'utilisation du CO2 sous pression? Alors aujourd'hui, il existe dans le monde plusieurs centaines d'unités industrielles qui utilisent le CO2 supercritique, comme celle que vous voyez sur ces photos. Alors c'est dans l'industrie agroalimentaire, des parfums, des cosmétiques, des médicaments. À titre d'exemple, on peut faire du café décaféiné avec du CO2. On peut extraire des principes actifs ou des composés d'intérêt à partir de plantes ou de produits naturels. La plupart des parfums contiennent un ou plusieurs extraits CO2. On peut colorer des textiles, comme on l'a vu tout à l'heure. On peut aussi mettre en forme des médicaments et même stériliser en utilisant du CO2 supercritique. Mais nous pourrions étendre davantage son utilisation dans l'industrie. Prenons l'exemple des huiles alimentaires, comme l'huile de colza et l'huile de tournesol. Avant que l'huile n'arrive dans nos assiettes, il y a plusieurs traitements. Il y a une première étape qui consiste à récupérer l'huile par un simple pressage mécanique à froid. On récupère alors de l'huile propre. En revanche, la seconde étape est une extraction par solvant. En France, on utilise l'hexane. Il faut entre 500 kg et 1 tonne d'hexane pour traiter 1 tonne de graines. Mais après l'extraction à l'hexane, puis plusieurs étapes de séparation, il reste malgré tout des traces de solvants organiques dans l'huile.
Alors, quid de l'impact sur notre santé? Quant aux graines, elles sont valorisées dans l'alimentation animale, en partie pour les animaux d'élevage, que l'on retrouve ensuite dans nos assiettes. Mais on peut tout à fait extraire de l'huile sans solvant en utilisant du CO2 supercritique. Le CO2 extrait de manière très sélective, très efficace l'huile, et on récupère en fin de procédé une huile propre par simple dépressurisation, puisque le CO2 se sépare spontanément du produit fini avant d'être recyclé. On peut donc avoir une huile et des graines totalement exemptes de traces de solvants organiques, produites sur des sites où on n'utilise pas de solvant. Certains pays asiatiques utilisent déjà cette technologie à l'échelle industrielle pour produire des huiles alimentaires. Finalement, l'usine 4.0, cette usine propre, elle existe déjà. Mais elle pourrait être plus présente en Europe. Alors il faut poursuivre nos efforts pour faire en sorte que plus de sites encore se transforment. Il y a là un enjeu environnemental important qui personnellement me mobilise au quotidien. Et pour aller plus loin, il faut que les plus jeunes d'entre vous s'orientent, s'engagent vers les métiers de l'industrie 4.0, comme le génie des procédés, car vous et moi, nous pourrions ensemble bâtir un avenir meilleur. Merci.